Et c'est une table ronde avec Gilbert Collard. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat, ancien député, auteur de Indéfendable, qui sont vos mémoires parus aux éditions de Mareuil l'année dernière. On avait envie d'aborder avec vous quelque chose que vous connaissez bien, c'est le fait que les copains se retrouvent en train de pantoufler confortablement dans l'administration, comme Clément Beaune, qui devient haut-commissaire au plan, Sarah El Haïry, qui devient haut-commissaire à l'enfance, et Amélie de Montchalin, qui a été ambassadrice de l'OCDE, Jean Castex à la présidence de la RATP. On a l'impression que le pantouflage continue et que c'est vraiment quelque chose qui est consubstantiel à la Ve République. Oui, oui, c'est l'Ancien Régime. Et c'est la raison pour laquelle on ne pourra rien réformer, quel que soit le blabla qui nous fasse musique du matin au soir, tant qu'on ne changera pas profondément toutes les institutions, et notamment l'étendue gigantesque, méconnue, des pouvoirs de nomination qui appartiennent au président de la République. Qui nomme le président de l'ARCOM? Le président de la République. Qui nomme le président du Conseil constitutionnel? Le président de la République. Du Conseil d'État? Le président de la République, et ainsi de suite. Et il existe en France toutes sortes de lieux de pantouflage qui avaient été à une époque, du reste, analysés par la Cour des comptes. Et il y a très longtemps, moi je me rappelle, j'avais écrit un bouquin à l'époque sur les comptes immoraux de la Cour des comptes, où j'avais, il y a de ça 15 ans, signalé déjà qu'il y avait des solutions de pantouflage, de recasage pour tous les copains. Mais quand on a dit ça, c'est un petit constat au milieu des gigantesques constats qu'on devrait faire. C'est l'Ancien Régime. Il y a des nobles, il y a des prébendiers, il y a des gens qui vivent d'une manière absolument aristocratique dans notre République sur l'État. Et on ne pourra les foutre en l'air, on ne pourra dégager ces parasites, à mon avis, que par une révolution du droit. Sinon, il y aura une révolution de la rue. Parce qu'il y a un moment donné où les gens en auront marre, parce qu'ils sont maintenant conscients. Article du journal du dimanche qui a analysé en détail tous les organismes inutiles. Il y a de cela quelques mois, le Parisien avait fait la même chose. Bon, on est parfaitement informé maintenant sur les prébendiers. Et c'est dégueulasse quand on est dans une période où on a un homme comme notre Premier ministre qui a profité toute sa vie et qui vient nous dire qu'il faut faire des sacrifices. Et si la France est à ce point endettée qu'il lui faudrait un dentier, c'est la faute des citoyens. Alors, rappelons que le Premier ministre François Bayrou bénéficiera évidemment de sa retraite de Premier ministre, comme il bénéficiera de sa retraite de député, comme il bénéficiera de toutes les retraites qu'il a accumulées au long de sa vie, et Chauffeur, etc., avec des taux de cotisation absolument minables. Ces recasés de la République, Michel Poniatowski dénonçait déjà dans les années 70 les copains et les coquins. Comment expliquez-vous que rien n'ait changé ? Pas de contre-pouvoir. Il n'y a aucun. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se gargarise comme la Castafiore de démocratie, de valeurs de la République. Quand j'entends ce mot, ça m'énerve. De valeurs de la République, alors qu'on pille la République. Ça fonctionne pourquoi? Parce que c'est rentable pour ceux qui y sont. C'est tout. Vous savez, quand on étudie les causes de la mort de la démocratie athénienne, on se rend compte que c'est par l'arrivée de la pratique du mistos. Le mistos, c'était le paiement des élus, en quelque sorte, pour faire simple. Et à partir du moment où les élus qui allaient siéger sur l'agora avaient un intérêt financier à y être, ils se battaient comme des chiens pour avoir les places, les garder. C'est de l'ordre de la gamelle. Voilà. Et on a maintenant, alors au fil du temps, des années, des professionnels de l'installation politique. Vous avez des gens dont la carrière est fascinante, quoi. Ils ne sont rien, ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont jamais rien écrit, ils n'ont jamais rien accompli, et pourtant ils se faufilent et ils arrivent à être qui maire de Marseille, qui ministre. C'est hallucinant, mais c'est le parcours politique des prébendiers.
Il y a quelque chose qui est fascinant dans ces prébendes, c'est que d'une part, on a l'impression que ce sont en fait des endroits confortables où on peut bénéficier d'un appartement de fonction et d'un majordome, comme par exemple ceux qui font partie de la technostructure de l'Assemblée nationale, où on se demande pourquoi est-ce qu'ils ont... La présidente de l'Assemblée nationale, tout simplement. Voilà. Hein. Voilà. Et en même temps, elle n'a pas encore installé de poulailler dans les jardins de l'Assemblée nationale. Bon, c'est une chance. Hein. Ouais, mais ne désespérons pas, Gilbert Collard. Peut-être va-t-il y avoir des poulaillers et même une bergerie. Il y a aussi, en fait, dans ces prébendes, en fait, un véritable contre-pouvoir. C'est-à-dire, il n'y a pas de contre-pouvoir pour empêcher qu'il soit nommé, mais en revanche, une fois qu'on est nommé, on est capable de faire de la résistance. On en parlait tout à l'heure avec Philippe Olivier. C'est en fait, ils font partie de l'État profond. Il n'y a qu'à voir la manière dont le PS a distribué, qui n'est quasiment plus rien en France, en fait, possède des leviers de pouvoir absolument incroyables et sans aucun contrôle démocratique possible. Oui, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de contre-pouvoir réel. Il y a une apparence de contre-pouvoir. Les socialistes sont très forts dans ce domaine parce qu'ils ont une longue habitude de la vie associative. Ils ont réussi à investir la plupart des associations. Du reste, chaque fois que vous avez le président d'une association dite caritative, je vous en supplie, posez-lui la question. Vous, homme de charité, combien touchez-vous de salaire par mois? Vous serez époustouflé de voir à quel point la charité est bien payée. Alors, on va appeler ça la solidarité, parce que la charité est une vertu chrétienne. Mais vous avez raison. Voilà, hein, on va appeler ça la solidarité parce qu'eux-mêmes ont tenu à changer de mot. Oui, vous avez raison, c'est un terme qui a été inventé, du reste, enfin, qui a été politisé par les radicaux. Vous avez raison, oui. Alors, la solidarité rapporte, voilà, elle rapporte beaucoup. Mais tout ça nous renvoie à l'idée qu'on est dans un ancien régime qui va être foutu en l'air. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir s'il sera foutu par-dessus les moulins avec une révolution de la loi, ce que j'appelle de mes voeux, ou alors avec une révolution de la rue, ce que je n'appelle pas de mes voeux, vous vous en doutez, parce que surgit de plus en plus ce facteur qui a été déterminant dans toutes les révolutions, c'est le ressentiment. On pourrait traduire, si on ne veut pas faire le pédant politique, par on en a marre d'être cocu. Gilbert Collard, bonjour. D'abord, ensuite, ce qui se passe, c'est que j'ai quand même préparé une liste de noms parce que, en fait, quand on parle de recasage et de pantouflage, il faut aussi que ce soit concret quelque part. Et, oui. Et effectivement, ce qui est assez fascinant, c'est que autant les socialistes et les républicains nous avaient pas déçus par le passé, comme vous dites, ils avaient une certaine habitude et tradition dans ce domaine, autant chez les macronistes, ça paraît quasiment systématique. Alors, est-ce que vous vous souvenez d'une personne comme par exemple, je sais pas, Olivier Véran? Oui, je me rappelle de lui comme on pourrait se souvenir d'une piqûre dans le cul, oui, tout à fait. Écoutez, sachez que cette piqûre se situe désormais chez Innov, donc en fait voilà. Une boîte de lobbying et de conseil, et qu'il a réussi à y trouver un moyen donc de vendre probablement son carnet d'adresses faramineux acquis pendant son temps au gouvernement. Christophe Castaner, j'imagine que c'est à peu près la même sensation. Oui, lui, maintenant, il a été casé sur le port de Marseille. Eh ben, alors, il n'a pas seulement été sur le port de Marseille, c'est-à-dire qu'il a une longue carrière qui a suivi. Il a le Mont Blanc. C'est-à-dire que, exactement, il a le tunnel du Mont Blanc, et en côté de ça, il est quand même au conseil d'administration de Chine. Donc, vous savez, les chers auditeurs, c'est cette grande entreprise chinoise qui est spécialisée dans la fast fashion et dans les produits de piètre. Dans la mode rapide. Excusez-moi, dans la mode rapide, pardonnez-moi l'anglicisme, et les produits de mauvaise qualité. C'est un apparatchik du PS. Mais ce n'est pas le seul, Gilbert Collard, y a aussi Olivier Dussault qui travaille chez AXA, donc ancien ministre du Travail, qui désormais est chez le leader, chez le meneur je vais y arriver, de l'épargne retraite. Et aussi Muriel Pénicaud, autre ancienne ministre du Travail, qui travaille chez une entreprise, j'y peux rien, qui s'appelle Manpower, qui est en fait une entreprise d'intérim extrêmement forte en France. Il y a deux choses différentes, parce que le fait que ces gens-là, sans vergogne, aillent vendre leur carnet d'adresses dans le privé, pourquoi pas, et le privé a raison de se dire que si des gens sont prêts à vendre leurs adresses, autant qu'ils les achètent. Mais il y a ceux qui sont comme Najat Vallaud-Belkacem, bombardés à la Cour des comptes, par le fait du prince, et avec quelqu'un comme Moscovici, qui en plus nous explique que c'est absolument pas parce qu'il est socialiste et qu'elle l'est aussi, qu'elle a été nommée. Mais l'impression qu'on a avec Najat Vallaud-Belkacem, comme avec les personnes citées et les autres que je pourrais citer encore, c'est que
on a une impression qui est que finalement, la politique est simplement une étape de carrière. Est-ce qu'il n'y a pas une partie finalement de l'idée de service public qui a été complètement perdue dans le fond avec toutes ces possibilités de carrière et de recasage? Écoutez, il faudrait faire une étude sur la carrière de nos hommes politiques en posant une question simple: ont-ils un jour travaillé? Qui a été pendant des années chef d'entreprise, avocat, dentiste, médecin, qui a exercé un métier avant Postier. d'entrer en politique? Alors, vous constatez que très peu, mais très très peu, ont travaillé. Mais Gilbert La, Collard, en l'occurrence, Emmanuel Macron s'était justement félicité en 2017 à son arrivée au pouvoir d'une intégration très forte de membres de la société civile, ce qui était vrai, c'est-à-dire qu'en fait il n'avait pas recruté, même s'il avait cherché au PS et chez LR, il avait quand même pas cherché que des politiciens de carrière, il avait fait venir des gens de la société civile, et regardez, c'est encore plus désastreux qu'avant. mais quelle société civile? Écoutez, si on prend par exemple la carrière de Madame Braun-Pivet, vient Poupoule, hein, elle était avocate. Alors ça sonne bien, hein, mais elle était avocate au Resto du Cœur. Bon, c'est gentil, c'est mignon, c'est solidaire, mais on ne peut pas dire que ça relève d'une exigence de compétences juridiques colossale. Et elle a répondu au questionnaire que Macron avait mis en ligne. Alors, cette société civile-là, elle n'a pas fait ses preuves, vous comprenez, bon. Mais je reviens sur un point qui devrait tous vraiment, si je peux me permettre, nous préoccuper. C'est que le système, maintenant, il est paralysé. Parce que tous ces gens sont en place. Ils se cooptent dans une espèce d'aquarium parisien, finalement, hein. Et comme ils se cooptent, ils défendent la cooptation. Et une fois qu'ils sont en place, ils défendent la citadelle. Ce qui fait que tout est verrouillé. On peut prendre l'exemple de l'ARCOM. Bon, il est bien évident que l'ARCOM, telle qu'en sa composition elle est, comme le Conseil constitutionnel, tel qu'en sa composition il est, sont des instruments de discipline institutionnelle, de police institutionnelle, et non pas de liberté. Je ne sais pas si les gens le savent, mais les 9 membres du Conseil constitutionnel, il y en a 3 élus par le président de la République, dont le président du Conseil, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée nationale. Bon, c'est purement politique. Où est la démocratie là-dedans? Et c'est surtout, ils sont nommés et ils sont quasiment irrévocables. Et, En et 9 que, ans. et que toutes ces. Oui, et voilà. Et pendant les 9 ans, bah, il ne se passe rien parce que sinon, les sages expliqueraient que c'est honteux et qu'on les empêche de faire leur travail. Ces prébendes de la République, elles sont dénoncées. Et François Bayrou. A eu cette espèce de geste aberrant où il a expliqué il avait entendu dire que certains élus de la République bénéficiaient d'avantages indus et donc il n'était pas visiblement au courant. Il a décidé de demander à un vieux PS d'enquêter sur la chose. Donc le monsieur a passé 80 ans, il a blanchi sous le harnais, il a mangé dans toutes les gamelles, il a bu dans tous les abreuvoirs et le voilà qui part en chasse d'hypothétiques avantages, comme par exemple les voitures de fonction dont bénéficient les anciens ministres, comme par exemple les retraites mirifiques dont bénéficient les uns et les autres, comme par exemple le fait qu'il a suffi à François Hollande de passer quelques mois dans l'une des institutions de la République pour être pensionné à vie de cette institution. Et est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine manière, une volonté très ferme du pouvoir de prétendre en permanence justifier les sommes astronomiques qu'ils reçoivent comme étant parfaitement légitimes au regard des services immenses qu'ils rendent à la nation. Je rappelle qu'il y a encore quelques années, ce sont les Français qui payaient pour les obsèques des députés et des familles des députés Oui, au nom des services rendus
par ses députés à la nation. Donc Simone, la femme de François Bayrou, ou en tout cas sa copine, en tout cas sa cousine, en tout cas sa voisine, qui est sur le radeau France, donc de temps en temps sortait de son escarcelle quelques piécettes pour enterrer tel ou tel député au nom du fait qu'il avait été pendant le temps d'une mandature représentant de la France. Donc on est quand même en train de nager dans l'aberration la plus complète. C'est-à-dire, il y a un déni officiel de la part de la République de reconnaître qu'en fait ils sont en train de se payer sur la bête. Mais c'est l'histoire de la nomenclatura soviétique. À partir du moment où on installe au pouvoir des gens qui n'ont pas l'amour du pays, mais même à dose homéopathique, et qui n'ont fait leur carrière que pour avoir un substitut de salaire à l'empêchement où ils sont par leur travail de l'avoir, ils ne peuvent que faire durer le système. C'est leur gagne-pain. C'est leur gagne-pain. Vous imaginez un député qui n'a que les revenus de la députation pour vivre et qui perd son mandat. Il est à la rue. Donc il est prêt à tuer, faute de métier. Moi, je serais quasiment prêt à dire qu'il faut une période d'activité professionnelle, dans n'importe quel domaine, bien sûr, avant que d'accéder à la fonction de député. Il faut avoir travaillé, avoir gagné sa vie. Sinon, ça devient un métier. Vous avez des députés qui sont là depuis 15 ans, 20 ans. Regardez les ministres, comme ils se recyclent. Mais, on a l'impression d'un relais. Il se passe le relais. Vous-même, Gilbert Collard, pardon, mais d'un côté, vous avez pendant de longues années soutenu Marine Le Pen, qui n'a toujours plus ou moins vécu que de la politique. En tout cas, ça fait tellement longtemps qu'elle y est installée que finalement, en tout cas, c'est forcément son gagne-pain quelque part. Oui, oui. Vous avez soutenu également Éric Zemmour, qui était journaliste et ne pourra plus revenir à son travail de journaliste parce qu'il s'est lancé lui-même dans la politique et donc qui dépend de la politique aussi pour vivre. Vous avez soutenu François Philippot, qui lui est énarque, donc qui vient aussi de ce système et qui n'a jamais effectivement travaillé dans une entreprise privée, comme vous l'avez dit. Oui. Est-ce que finalement, dans le fond, c'est si grave que on ait des est-ce que ça existe quelque part, les politiques de métier dans le fond? Et est-ce que c'est si grave qu'il y ait des gens qui puissent avoir travaillé pendant tant de temps, des gens que vous avez soutenus par exemple? Est-ce que finalement ils n'en ont pas développé aussi une certaine compétence pour gérer les affaires de l'État? Alors, d'abord, sachez que je soutiendrai, quelles que soient mes oppositions de caractère, toutes les personnes qui iront vers l'idée d'un rétablissement de la situation de la France. J'ai aucune pudeur là-dessus. Quiconque est prêt à travailler pour une union des droites est le bienvenu. Vous citez des cas de gens qui ont quand même bossé. Marine Le Pen a son diplôme d'avocate. Elle a exercé le métier d'avocate. Si demain il fallait qu'elle retravaille comme avocate, elle pourrait très bien retravailler. Éric Zemmour a écrit des livres, il en écrit encore. Il a donc une activité à côté qui existe. Philippot a travaillé en qualité d'énarque, c'est vrai, mais s'il lui fallait demain retrouver un boulot de préfet ou de sous-préfet, il pourrait. Donc on a quand même affaire à des gens qui ont quelque part une solution de rechange boiteuse, elle est vraie, parce qu'ils ont consacré leur temps à la politique, mais elle existe quand même. Bon. Jordan Bardella, lui, pour le coup, n'est en fait pas diplômé. Jordan Bardella, quelles que soient ses qualités, et je l'aime beaucoup, c'est vrai qu'il n'a pas travaillé. Il n'entrerait pas dans mes critères. Bon, alors, maintenant, il pourrait peut-être, s'il nous racontait sa vie, nous expliquer que s'il lui fallait exercer un boulot demain, il pourrait le faire. Ça, je ne sais pas quelle réponse, il pourrait apporter à cette question. Bon, maintenant, est-ce que ce n'est pas le critère, comment pourrais-je dire, d'enlisement dans la vie politique d'hommes et de femmes qui n'ont pas d'activité à côté pendant 15, 20, 25, 30 ans, qui devrait être le critère. Si vous prenez par exemple le maire de Marseille, sauf erreur de ma part, il n'a jamais travaillé. Puis alors il y a un recassage auquel vous n'avez pas pensé, c'est le recasage médiatique. Ah, c'est vrai, Roselyne Bachelot.
voilà, la cantatrice Roselyne Bachelot et Cohn-Bendit et bien d'autres. Hein. Garrido, là, moi, BFM m'a demandé de débattre avec elle. Malheureusement, je ne suis pas à Paris, mais de voir revenir Garrido, Cohn-Bendit dans des émissions de télé, c'est hallucinant quoi, de voir ce recasage dans les médias. Hein. Il y en a bien d'autres, hein. Les noms ne viennent pas à l'esprit, mais on pourrait en citer bien d'autres. Hein. Mais Gilbert Collard, juste pour recentrer sur ce point, il y a une question qui quand même se pose. Et peut-être que je me fais l'avocat du diable en ce sens, mais comme le disait Liselotte, peut-être que le diable n'a pas besoin d'avocat. Enfin, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que d'un côté, est-ce que quelqu'un qui, par exemple, était, on va dire, agriculteur, ou quelqu'un qui était ouvrier, ou quelqu'un qui travaillait dans le tertiaire, ou quelqu'un qui, en tout cas, a effectivement acquis des compétences intellectuelles ou manuelles dans un métier concret, a nécessairement des compétences, en fait, serait plus compétent que quelqu'un qui, en fait, a fait de la politique son métier. C'est-à-dire que théoriquement, par exemple, prenant une personne comme Jordan Bardella qui n'a effectivement jamais travaillé de sa vie dans le privé, et ben en fait, sans doute connaît-il mieux tous les sujets nationaux que 99,9% des citoyens dans le fond. Mais ce qui compte pour faire de la politique, c'est d'être capable, comme le disait Richelieu, de rendre possible ce qui est nécessaire. Et il faut, à mon avis, deux qualités, c'est le courage et le bon sens. Or, quand on regarde le discours même, on peut étudier les discours de Macron qui sont foldingues, hein. On peut examiner les discours de Bayrou. Où est le bon sens? Où est le bon sens? Donc Proudhon disait que c'est une preuve du génie. Hein. Où est le bon sens? Un paysan peut prendre des décisions, même s'il n'a pas l'agrégation de grammaire ou de lettres, peut prendre des décisions beaucoup plus sages, beaucoup plus intelligentes qu'un polytechnicien. Du reste lors de la Seconde Guerre mondiale, notre chef d'état-major, qui enseignait à Saint-Cyr, disait que les Allemands ne passeraient jamais par les Ardennes. Hein. Bon, donc c'est pas forcément un critère de vérité, hein, que l'on ait fait des études ou pas. Hein. Moi, je crois que le vrai critère, c'est le bon sens. Or, le bon sens est mort. Et le courage. Le courage, quand on voit l'incapacité où sont nos hommes et nos femmes politiques à prendre les vraies décisions que le bon sens exige, on se dit qu'il a disparu. Alors, pour revenir sur brièvement, puisqu'il nous reste peu de temps sur cette question des prébendes, il est fascinant de regarder ce qui se passe dans les autres pays où, par exemple, des ministres n'ont pas d'appartement de fonction, ou des ministres n'ont pas de chauffeur une fois qu'ils ne sont plus ministres. Ou on démissionne au premier scandale ou au premier vrai problème, à la première incompétence. Voilà. En fait, visiblement, la démocratie française, ce phare proposé à l'admiration de l'humanité, est aussi une espèce d'aberration et d'exception complète dans la manière qu'elle a de considérer que une fois que quelqu'un a été oint par l'onction du peuple et l'onction présidentielle, il est sacré, à vie tabou et doit être préservé du sort des communs. Parce que voilà, quand on regarde les démocraties scandinaves, quand on regarde les démocraties américaines, tout le monde se recycle en fait. Et ceux qui n'arrivent pas à se recycler, ben voilà, ils ne deviennent rien ou ils font de la télé-réalité. Mais là, en France, non. Pourquoi cette tradition française de soigner ceux qui sont passés par les ministères? Est-ce que c'est parce qu'on a peur qu'ils parlent? Alors, ça peut être une explication, mais il y a surtout le fait qu'ils se font la courte échelle. Voilà. Ils se rencontrent, ils se connaissent dans les ministères, ils se fréquentent dans les institutions, ils se créent des liens de proximité, de connaissance, et après ils se font la courte échelle. Tu me trouves une place à tel endroit, et puis quand j'y serai, si je peux te rendre service en prenant quelqu'un que tu me recommanderas, je le prendrai. Il faudrait à la loupe faire une étude de toutes les nominations, mais dans toutes les institutions. Il y en a des centaines et des centaines, je crois presque des milliers en France, qui ne servent strictement à rien. En définitive, on vit sur une escroquerie.
celle de la nuit du 4 août. On n'a jamais aboli les privilèges. On les a déplacés. Les privilèges aristocratiques sont devenus les privilèges républicains. Et on est arrivé au moment où cet ancien régime nouveau est fini. Les gens n'en veulent plus. Alors les gens n'en veulent plus, mais ils n'ont pas le pouvoir. Donc je décide de créer un haut commissariat aux privilèges indus et je vous offre le poste de haut commissaire, Gilbert Collard. Quels sont les premiers que vous virez ? Alors d'abord, je commence, parce que moi je suis méthodique, même si hélas je n'ai pas le bon sens paysan dont je rêve, que je demande à Dieu de me donner tous les jours, je commence ce que j'avais proposé du reste quand j'étais à l'Assemblée, de faire un audit citoyen, je dis bien citoyen, avec des citoyens compétents, et non pas parce qu'ils sont citoyens, du fonctionnement de toutes les institutions parasitaires françaises. Je me donne 6 mois pour avoir les rapports, et une fois que j'ai les rapports, j'utilise la tronçonneuse républicaine, qui n'est pas la guillotine révolutionnaire. Alors, très bien. Merci pour ce discours de la méthode et j'espère que vous allez filer le livre blanc, le manuel de la tronçonneuse à tous ceux qui vont être au pouvoir. Mais voilà, quelle est la première tête que vous gardez en place puisque vous ne guillotinez pas, mais dont vous tronçonnez le fauteuil et donc que vous expédiez par l'escalier de service ? Vous savez, je m'excuse de revenir à la Grèce antique, mais c'est quand même là qu'est née la démocratie, Demos Kraitos, le pouvoir dans la main du peuple. Il y avait un exercice à la fin du mandat qui s'appelait la docimasie. Et l'élu était tenu publiquement, je dis bien publiquement, de rendre compte de son mandat. Voilà. Il faut le rétablir. Il faut rétablir la docimasie. On a plein de solutions qui viennent de loin, qu'on peut utiliser. Et à partir de là, on va vite se rendre compte de ceux qui font ce qu'ils doivent faire et de ceux qui ne le font pas. Et puis partout, un principe de responsabilité directe. Responsabilité directe, voilà, et pourquoi pas mandat impératif. Voilà, Ce que j'allais dire, c'est que vous, Richard Rosset, votre solution, c'est sans doute de virer le président, le Premier ministre, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, et puis en fait mettre une personne à la place. Et, oui. On appellerait ça la monarchie. Par exemple, voilà, il y aurait un nouveau ancien régime. Mais la monarchie était beaucoup plus démocratique que la République. Vous savez, moi un jour, on m'a posé la question, je me suis fait plein d'ennemis. Qu'est-ce que vous retirez de votre expérience parlementaire ? Et j'avais répondu, j'y suis arrivé profondément républicain, j'en suis parti presque monarchiste. Merci 1000 fois Gilbert Collard de cette excellente conclusion et à très bientôt sur Radio Courtoisie.